Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 61% des Togolais sont heureux. Voilà l'une des conclusions d'une enquête rendue publique cette semaine. Nous sommes le dimanche 20 septembre 2020. Merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. C'est le prestigieux Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du Togo qui fait l'heureux constat. Dans le Togo de l'INSED, 84% des citoyens pensent que la démocratie fonctionne bien. 91% soutiennent qu'il y a une liberté d'expression et de presse. Ils sont 89% à croire que les élections sont libres et transparentes au Togo. Ce Togo existe-t-il réellement ? C'est la principale interrogation suscitée par le document au bas duquel trône le nom du professeur Kofi Sotokin, enseignant-chercheur de l'université de Lomé. 99% de Togolais ne connaissent probablement pas cet éminent professeur, croit savoir un journal de Lomé. Mais l'université de Lomé peut-elle se tromper ? Créé au début des années 70, le principal temple du savoir du pays a célébré cette semaine ses 50 ans. En un demi-siècle, l'ancienne université du Bénin a formé la plupart des cadres du Togo. Ce sont d'ailleurs eux qui dirigent ou aspirent diriger ce pays, le Togo engagé en démocratie depuis 30 ans. 30 ans de multipartisme, 30 ans d'élections pluralistes périodiques, 30 ans de tensions politiques que retenir du processus démocratique togolais. En célébrant cette semaine la journée internationale de la démocratie, le Togo a pu mesurer le chemin parcouru et le défi qui reste à surmonter. Quels sont en réalité ces défis que portent à la place publique les partis politiques? Très tôt lundi, c'est le Parti des Togolais qui a dégainé. Les Togolais doivent oublier les élections à Saint-Nathaniel Olympio. En 30 ans, le Togo a organisé 14 élections présidentielles, législatives et municipales. Le RPT puis UNI les avait tout ou presque gagnées. Le parti règne en maître, il décide du présent et de l'avenir immédiat. Cela a été encore le cas au Parlement en milieu de semaine quand les députés ont donné un nouveau quitus au gouvernement à légiférer par ordonnance. L'état d'urgence sanitaire inventé en mars dernier par la France et abandonné en juillet s'est trouvé une terre fertile au Togo. Pour la première fois depuis bien longtemps, le Togo ne fait pas du civisme. Le pays souvent qualifié de particulier reste bien droit dans ses bottes. La France, c'est la France et le Togo. Le Togo comme pour reprendre une formule chère à un ministre. Sans doute pas celui de l'éducation nationale, mais il est certain qu'il doit connaître la formule. Les préoccupations de Afodédi sont ailleurs. Guéri du coronavirus, il souffre sans nul doute des effets de la prochaine rentrée scolaire. L'école de lundi à samedi résistera-t-elle à la Covid-19 ? Malin, celui qui pourrait prophétiser tout ce qui va se passer le 26 octobre. Le prophète Ésaïe serait en liberté, que la question pourrait lui être adressée ailleurs. Le droit au blasphème est reconnu au Togo, il n'est manifestement pas bon de prophétiser. C'est Atakpama Nimdewa, délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais, qui est notre invité. Le D12 dans 45 minutes au 96 50 34 37. Venceslas Bogakudoyo était à la technique. Atakpama Nimdewa, bonjour. Bonjour Monsieur Atchebe, bonjour auditrices et auditeurs de la radio Pyramide. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est la première fois que vous venez ici. Vous avez décidé aujourd'hui supplier votre président, Nathaniel Olympio, qui était ici il y a encore quelques semaines. C'est désormais la pratique au niveau de votre parti politique, éventuellement relayer le président pour qu'il ne soit pas trop seul dans les médias? Non, ce n'est pas récent. C'est toujours dans notre pratique dès le début. C'est dans notre ADN que de donner la parole aux autres cadres. Et c'est vrai, je ne suis jamais venu ici, mais je vous rappelle que vous avez reçu dans ce studio-là un jeune cadre du Parti des Togolais. Il y a quelques années, un jeune, 25, 26 ans, mais un cadre qui représentait valablement le parti. C'était à qui? J'ai perdu le nom. Ah, vous avez perdu le nom, c'était Eli Aloté. Il est là? Eli Aloté. Vous l'avez reçu en même temps oui, que les responsables des jeunes des partis politiques. Voilà. Mais il est là? Il est là, il se porte bien. Non, mais en fait, c'est ça qui rassure. En fait, pas ces temps difficiles de coronavirus. S'il se porte bien, c'est bien. Et le parti? Le parti est à l'image de notre pays. Vous savez que nos compatriotes souffrent à la fois des effets de sanitaires Covid-19
et aussi des effets encore très déplorables de la gestion calamiteuse de cette crise sanitaire. Et donc les Togolais souffrent beaucoup, les Togolais font face, mais ma foi, ce n'est pas toujours très évident. Et le parti des Togolais est toujours là pour encourager les Togolais à aller de l'avant. Quand vous parlez de gestion calamiteuse, de la gestion de la pandémie, vous le dites sérieusement? Oui, je le dis sérieusement, tout à fait sérieusement, et beaucoup de Togolais seront d'accord avec moi, parce que vous avez vu qu'on a considéré cette maladie-là comme une menace militaire, et des gens sont morts. Là où la maladie n'est pas passée, des gens ont trépassé. Nous avons toujours, on utilise toujours cette maladie-là pour terroriser les populations dans les quartiers. Vous voyez, on utilise cette maladie-là pour violer allègrement les droits de l'homme. On utilise cette maladie-là pour bloquer nos institutions, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'avec la prorogation de l'état d'urgence et ce qui a été décidé la dernière fois pour donner tout le quitus au gouvernement, nous sommes passés de la 4e République à un état d'exception. Ça veut dire qu'au niveau des institutions, nous sommes comme en 1967 aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. Les autres pays font face à cette crise, mais on ne voit pas autant de violations des droits de l'homme. On ne voit pas ces états de choses. Quand on parlait de date d'exception, nous en parlerons sans doute dans quelques instants, puisque nous évoquerons la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Mais intéressons-nous d'abord à cette étude dont les résultats ont été rendus publics cette semaine, et on peut retenir que 61% des Togolais sont heureux. Est-ce que vous faites partie de ces Togolais-là? Je pense que non seulement beaucoup de Togolais, en tout cas la majorité des Togolais ne se retrouvent pas dans cette étude-là. On dirait, enfin, on ne sait pas, c'est incompréhensible. C'est quand même 61% quand même, c'est énorme. Interrogeons même ces chiffres-là. Ces chiffres, moi, je n'y crois pas. Et les Togolais, la majorité des Togolais n'y croient pas non plus. Vous comprenez? Comment aujourd'hui dans ce pays, on peut nous sortir ces chiffres-là? Ça sort d'où? De quel laboratoire? Donc, on est d'accord, on ne peut pas croire. Maintenant, comparons ces chiffres-là à des chiffres que nous avons l'habitude de connaître. Il y a l'étude de l'ONU sur le bien-être, le niveau de vie des gens. Et à chaque fois, depuis 2015, les Togolais sont classés parmi les peuples les plus malheureux au monde. La dernière fois aussi, en 2020, on a eu encore ces études-là où nous sommes classés, genre, sur 156 pays, nous sommes dans les derniers en fait. On dit que les Togolais font partie des peuples les plus malheureux au monde. Et ces sondages-là sont basés sur les sondages mondiaux, Gallup, de grande réputation. Vous voyez, donc, comparons ces chiffres-là à ces chiffres-là de ce soi-disant expert de l'université de Lomé. Vous voyez que ça ne rime à rien. On ne peut pas prendre les Togolais pour ce qu'ils ne sont pas. Les Togolais sont parmi les gens les plus intelligents au monde. On ne peut pas venir les servir des chiffres bidons. Les Togolais savent reconnaître la vérité. Les gens sont malheureux. La crise sanitaire est encore venue les accabler. Déjà, à Sokodé, les femmes sont sorties dans la rue. Les femmes ont refusé de rejoindre le marché parce que excédées par les brimades, excédées par les maltraitances. Et on vient nous dire, voilà, tout le monde est heureux. Bon, merci. Je ne sais pas d'où il tient ces chiffres-là, mais je lui dis... Mais quelle est la réelle situation, en fait? Vous voulez dire que les Togolais ne sont vraiment pas heureux? Par exemple, quand je parlais des sondages Gallup et de l'étude de l'ONU, par exemple, tout à l'heure, ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur la qualité de vie. Ils se sont basés sur la perception, la confiance, les liens sociaux. Ils se sont basés sur beaucoup de critères. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, quand vous prenez tout ça là, la Banque mondiale nous dit que la pauvreté et les inégalités sont très élevées. Et quand on prend les zones rurales, c'est encore très grand. Vous prenez le Sud, 77% des Togolais vivent sous le seuil de pauvreté. La grande pauvreté. Et au Togo, 30,3% des Togolais n'arrivent pas à vivre décemment. Et vous pensez que tout ce monde-là va applaudir, va dire que non, nous sommes heureux malgré les problèmes. Regardez notre qualité de vie. On ne peut pas se soigner.
nos hôpitaux ne ressemblent pas à des centres pour êtres humains. Faites un tour au CHU, faites un tour dans les autres centres, vous allez voir la réalité. Les gens ne mangent pas à leur faim. Et en plus, aujourd'hui, la majorité des Togolais ont perdu leur emploi. Ils sont à la maison du fait de la gestion calamiteuse de Covid-19. On ne peut pas venir leur dire qu'ils sont heureux. C'est vrai que certains chiffres qui ont été donnés il n'y a pas très longtemps par des institutions extérieures au Togo classaient le Togo parmi ou les Togolais parmi les peuples les plus malheureux au monde. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que quand même entre la perception que l'extérieur a du Togo et la perception interne, est-ce qu'il ne faudrait pas plus faire confiance aux institutions de l'intérieur, puisque c'est quand même il s'agit de l'INSED. La confiance se mérite. La confiance se mérite. Donc, quand on fait des études qui ne sont pas sérieuses, ne venez pas demander aux Togolais d'avoir confiance en vous. Et ce n'est pas une perception de l'étranger. On parle de l'ONU, bien sûr, mais c'est des experts qui ont fait ces études-là. Et c'est des sondages. Et c'est des instituts de sondage mondialement reconnus, réputés pour leur sérieux. Ce n'est plus à démontrer. Donc, face à quelqu'un de crédible, à des instituts reconnus mondialement pour leur crédibilité, et une instance nationale qui n'arrive même pas à convaincre ses compatriotes, regardez là où les Togolais vont regarder. On va regarder vers ceux qui sont sérieux. Vous prenez la Banque mondiale. Qu'est-ce que la Banque mondiale nous dit? Que l'indice du capital humain est de 0,41. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant qui naît aujourd'hui, à l'âge adulte, il n'y aura que 41% de son potentialité. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il va atteindre que 41% de sa capacité. Vous pensez que nous pouvions être heureux dans ces conditions-là? Je ne le pense pas. Quand on regarde les chiffres, les appréciations rapportées, notamment par l'INSET, décrit donc un Togo ou un pays visiblement prospère, puisque on parle de bonne démocratie, bonne perception des élections, des libertés, notamment celle d'expression. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce Togo qui est décrit, intéressons-nous d'abord par exemple à la bonne perception des élections. Quel est votre regard sur ces élections, quand on sait aussi que cette semaine, le président de votre parti a carrément dit aux Togolais d'oublier les élections? En fait, effectivement, il faudra oublier les élections. Parce que au Togo, nous n'avons pas besoin d'élections pour avoir la démocratie. Nous avons plutôt besoin de démocratie pour avoir les élections. Parce que nous avons expérimenté les élections, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 14 élections. Mais au niveau présidentiel, nous avons eu 7 élections qui sont autant de parodies. On utilise la Constitution, on utilise le pluralisme pour faire croire que nous sommes en démocratie. On utilise le pluralisme et les élections pour rester éternellement au pouvoir. On instrumentalise en fait. Nous ne sommes pas en démocratie. Et je ne sais pas encore une fois de quel Togo parle l'INSED. Parce que si je vous amène aussi à des Economic Group qui fait régulièrement, qui publie régulièrement son indice au niveau du niveau de démocratie, le Togo est toujours classé dernier. Sur 167 pays, en 2009, on était 138e. En 2019, on était 126e. La dernière fois, je pense que c'est la même chose. Et ces évaluations-là sont basées sur plusieurs critères, notamment les élections. Quand, toujours, après 7 élections présidentielles, c'est les mêmes personnes qui restent au pouvoir. On limite les mandats, mais on fait tout pour se permettre de faire 5 mandats, alors qu'on a limité les mandats à 2. Est-ce qu'on peut parler... Est-ce que c'est là votre problème? Parce que quand vous évoquez ceux qui gagnent les élections, vous ne posez pas... vous posez autrement le problème. Parce qu'on peut organiser de très bonnes élections et chaque fois, c'est la même structure qui les gagne. Bien. C'est une possibilité. La dernière fois, le 22 février, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, le problème est là. Il y a un candidat qui conteste les élections. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la violence d'État qui est dirigée contre ce candidat-là.
on emprisonne, on met en prison tous les cadres de ce candidat-là. On empêche même ce cadre-là de s'exprimer. Et c'est la justice même qui vient interdire à un homme politique de parler de politique. C'est quoi cette démocratie-là où un homme politique n'a plus le droit de parler de politique? On n'a pas la liberté d'expression. Ce n'est pas une démocratie. Donc, vous voyez que ces élections-là sont toujours décriées. On n'a jamais... Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. À chaque fois, on nous dit que l'opposition gagne les élections. Tous les Togolais le savent. Mais jamais l'opposition n'arrive à prendre le pouvoir. C'est pour ça que nous disons aux Togolais, ce n'est pas la bonne solution, les élections. Les élections sont un instrument de démocratie. Si nous étions dans une démocratie, oui, on va se battre pour aller aux élections et le peuple va trancher. Mais du moment où nous sommes en dictature, on ne peut pas utiliser un instrument de démocratie pour faire changer le système. Parce que n'oubliez pas que, et ça c'est depuis 30 ans, nous avons étudié, nous avons interrogé la lutte depuis 30 ans, et les constats, nous sommes arrivés à plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'il y a un noyau dur qui ne conçoit même pas une évolution démocratique dans le pays. Pour eux, ils ne le conçoivent même pas. Ils sont fermés à toute évolution démocratique. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les élections ne sont jamais arrivées et n'arriveront probablement pas à donner aux Togolais ce qu'ils recherchent. Les Togolais ont besoin de changement. Les Togolais ont besoin de démocratie. Et ces élections, dont on a les résultats d'avance, ne peuvent pas nous donner ce que nous cherchons. Est-ce que, selon vous, le changement dont il est question passera forcément par une défaite du parti au pouvoir? Non, le problème n'est pas là. Nous, peu importe qui est au pouvoir, tout ce que nous voulons, c'est la démocratie. Les Togolais veulent une vie digne. Un Togo pour tous. Et ça, c'est par exemple le premier principe du Parti des Togolais. Un Togo pour tous. Pas un Togolais pour une minorité. Il y a des gens qui peuvent même se soigner en Europe, alors que nous, on n'a même pas droit, on n'arrive même pas à aller dans les mouroirs là pour nous soigner ici. Les mouroirs qu'on nous a fait ici. Vous comprenez? Il y a des gens, ils sont responsables de ce pays. Ils sont dans les ministères. Mais leurs enfants sont où? À l'école française. 2 millions et plus de CFA comme frais scolaires. Ils sont au British School, 12 millions de CFA comme frais scolaires. Mais ils sont responsables de ce pays. Je ne parle pas d'honnêtes commerçants ou d'hommes d'affaires qui ont le droit de mettre leurs enfants où ils veulent. Je parle de ceux qui sont en charge de ce pays, qui sont responsables, qui doivent nous donner de bonnes écoles. Ils mettent leurs enfants dans d'autres écoles. Nos enfants sont à la maison. Regardez comment, on ne sait même pas, est-ce que quelqu'un peut me dire comment nos enfants ont fini l'année scolaire? Est-ce qu'ils l'ont même fini? Mais nous ne savons même pas. Avec les examens. Avec les examens. Et aujourd'hui, nous ne savons pas dans quelles conditions nos enfants vont reprendre les cours. Et on va me parler d'un pays bien géré? Non, ce pays-là n'est pas du tout bien géré. Est-ce que vous êtes au moins d'accord sur cet autre chiffre qui dit que 91% des Togolais soutiennent qu'il y a une liberté d'expression et de presse dans le pays? Vous savez, ça vient de la même source. Et je pense que... Mais vous êtes libre là, vous êtes libre. Vous pensez que je suis... Non, mais en fait, vous êtes en train de vous exprimer. Je m'exprime, mais je sais ce que je souffre chaque jour et ce que je vais encore continuer de souffrir parce que j'ai décidé de défendre ma liberté d'expression. Mais qu'est-ce que... C'est un combat de chaque jour. Vous pensez que... Est-ce que vous avez un contre-coup parce que vous avez des prises de position politique? Bien sûr. Moi, je vais vous dire, en 2014... La première fois que je me suis exprimé sur une chaîne de radio en tant que cadre du Parti des Togolais, vous savez que j'ai perdu mon emploi. Vous savez que on m'a poussé à mettre sous témoin mon entreprise. Mais c'est quelle entreprise? Non, je ne veux pas aller dans les détails. Mais ce n'est pas personnel. Je ne veux pas donner... Mais vous dites que vous avez perdu votre emploi. Vous travaillez pour l'administration? Je ne veux pas aller dans les détails sur cette affaire. Mais j'ai donné... Je ne veux pas même en faire un cas. Parce que beaucoup de Togolais vivent pire que ce que je suis en train de dire. Et je suis là, j'ai pris mes responsabilités. Je savais à quoi je ferais face. Et aujourd'hui, j'ai pris librement mes responsabilités de faire avancer ce pays-là, de
léguer un autre Togo à mes enfants. Et donc, j'accepte volontiers tout ce que... Mais c'est un exemple juste pour vous dire que nous, responsables politiques, et même beaucoup d'activistes, et même des personnes engagées dans la vie civile, dans la société civile aujourd'hui, souffrent des répercussions à la fois économiques. Vous voyez par exemple qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas la justice qu'on a mis derrière le candidat, c'est des répercussions aussi. Est-ce qu'on n'est pas allé attaquer celui que beaucoup de Togolais reconnaissent comme le vrai vainqueur de ces élections qui sont passées. Je parle au parti des Togolais. Nous, les élections ne nous intéressent pas. Et on dit aux Togolais bien que c'est une farce, il ne faut plus perdre les énergies là-bas. Mais je sais, parce que je suis dans ce pays, la majorité des Togolais nous disent qu'ils ont voté pour ce candidat-là. Mais vous avez voté pour qui? Je n'ai pas voté, justement. Je n'ai pas voté puisque je n'y crois pas. Ce n'est pas un instrument qu'on peut activer dans une dictature. C'est pour ça que nous demandons aux Togolais de ne plus suivre quiconque qui viendra leur dire venez, on va aller aux élections, ça permettra de changer ce pays. Non, ces élections-là, est-ce que ça a changé notre vie? Est-ce que nous avons de l'eau potable? Est-ce que nous avons de l'électricité? Est-ce que nos hôpitaux ne sont plus des mouroirs? Est-ce que nous avons des écoles de bonne qualité? Non. Ce que les Togolais veulent, c'est ça. C'est pour ça tout à l'heure je disais que peu importe qui sera au pouvoir, tout ce que nous voulons, c'est la démocratie. C'est une vie digne pour tous. C'est un Togo où je serai jugé en fonction de mes valeurs, pas en fonction de mon ethnie, pas en fonction d'un clan, de mon appartenance à un clan ou de mon appartenance à une famille, mais par rapport à mes valeurs. La devise du Togo, c'est quoi? Travail, liberté, patrie. Quand je travaille, il faut que je juste des efforts de mon travail. Il faut que je sois libre. Vous comprenez? Il y a une ambiguïté dans les prises de position politique au Togo parfois. Quand on vous écoute, vous personnellement, et vous dites que les Togolais ont voté pour un candidat qui est aujourd'hui persécuté. Mais curieusement, votre parti politique semble ne pas faire la même lecture et vous n'êtes pas seul dans la même situation. Il y a un grand nombre de partis politiques, notamment de l'opposition, qui se sont carrément tués. Est-ce que c'est pas ambigu tout ça? Non, nous on a été très clairs. Vous savez, nous, bien avant ces élections-là, nous avons dit que ce n'est pas un instrument à activer, que c'est inadapté dans notre pays, que ce n'est pas les élections qui vont donner aux Togolais ce qu'ils veulent. Nous l'avons dit. Mais seulement, il y avait beaucoup de compatriotes qui croyaient à ça. Donc, pour ne pas les gêner, nous nous sommes tus. Nous avons observé une trêve médiatique pour ne pas gêner les autres. D'accord? On les a laissés aller jusqu'au bout de leur logique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît bien que nous avons tout tenté. Nous avons fait des élections, nous y sommes allés en rang dispersé. Nous sommes allés avec des candidats uniques. Mais c'est les mêmes résultats. On nous avait dit même que ce qui nous manquait, la recette magique, c'était d'aller chercher un transfuge du pouvoir. Cette fois-ci, c'est fait aussi, mais les Togolais n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Donc, nous sommes toujours très cohérents. Nous ne croyons pas à ces élections, nous l'avons dit, nous le disons encore. Aujourd'hui, nous interpellons les Togolais. Nous avons besoin de faire autrement la lutte. Et ça ne passe pas par les élections. Quand vous dites qu'il faudrait faire autrement la lutte, c'est vrai que beaucoup de gens avant vous ont dit la même chose, qu'il faudrait expérimenter d'autres approches. Et la candidature unique, un transfuge du parti au pouvoir, comme vous le soutenez. Et quelle va être l'autre étape finalement? La nouvelle étape, c'est quoi? C'est que les Togolais doivent savoir qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Aucune autre puissance ou aucun autre peuple ne viendra faire notre travail à notre place. Ça, c'est indéniable. Mais, je le dis, mais en même temps, je dis aussi bravo aux Togolais. Parce que les Togolais ont toujours été debout. Contrairement à ce que beaucoup disent, les Togolais sont parmi les peuples qui ont beaucoup donné à la lutte. Depuis 30 ans, les Togolais ont toujours été debout. Si vous regardez même, on a l'impression que pratiquement chaque 7 ans, les Togolais se retrouvent dans la rue pour chercher leur liberté parce que c'est un peuple jaloux de ses libertés. Vous prenez les années 90.
Après, on a eu 98. Après, on a eu 2005. On a eu 2012, 2013 et récemment 2017. À chaque fois, le peuple togolais descend toujours dans la rue pour chercher sa victoire. Mais on n'arrive pas à marquer le but final. Et ça, c'est du fait de nous, les leaders politiques. Nous n'avons pas réussi à transformer la formidable machine de contestation du peuple togolais en une machine de changement démocratique pour ce pays-là. Et donc, c'est à nous maintenant de travailler, nous les leaders de travailler, pour être prêts demain. Quand les Togolais seront encore debout, il faut que nous arrivions à transformer cette contestation-là en victoire pour le peuple. Est-ce que vous n'êtes pas assez divisé finalement pour espérer être de nouveau ensemble demain, puisque quand vous évoquez les leaders, quand vous parlez d'autocritique, est-ce que vous pensez que ça peut encore se faire dans le cadre d'un regroupement ou vous allez le faire de façon solo? C'est pour ça que dans les approches de solutions que le Parti des Togolais a données, et nous nous adressons principalement au peuple. Moi, je ne suis pas pour une union des partis politiques, une union des appareils politiques. Je suis pour la fédération des peuples. Le peuple n'est pas divisé. Les leaders sont divisés, d'accord. Mais c'est pour ça que, prochainement, au lieu de vouloir faire l'union autour des personnes, parce qu'on dit, le faire avec qui, il faut être avec... Non. Fédérons le peuple autour d'un projet politique. C'est-à-dire, il faut que nous répondions à cette question-là. Et c'est le peuple qui doit répondre à cette question-là. Dans quel Togo voulons-nous vivre? Si nous définissons ensemble... Mais les Togolais, ils ont répondu depuis des années 90, ils veulent vivre dans un Togo démocratique. Merci. Et c'est pour ça que c'est ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Togolais ont déjà répondu à ça, ils sont déjà unis autour d'un projet. Donc ne cherchons pas à faire ce qui est déjà fait. C'est pourquoi j'ai dit que les Togolais ont toujours répondu présent. Ils ont toujours été debout et vous venez de confirmer qu'ils sont déjà unis autour d'un projet politique. Donc ça veut dire que le travail qui reste, c'est aux leaders de se saisir de ce projet-là politique, de l'écrire noir sur blanc, d'en faire un contrat. Parce que si aujourd'hui, si par exemple depuis notre lutte-là, nous avions réussi à mettre le pouvoir entre les mains d'un leader de l'opposition, s'il fait quelque chose d'autre, est-ce qu'on pourra le contester, puisqu'on ne s'était jamais mis d'accord sur quelque chose? Du moment où on se met d'accord sur un contrat, sur un projet politique, sur le Togo dans lequel nous voulons vivre, peu importe qui est au pouvoir du coup, ça règle ce problème-là de compétition. Parce que ce qui intéresse les Togolais, c'est de vivre décemment, d'avoir une vie digne, c'est de qu'on reconnaisse leur travail. Les Togolais ne veulent plus un pays où il y a des gens vraiment de grande qualité, de grandes compétences qui poussent dans la misère. Et au même moment, il y a des gens qui n'ont pas ces qualités-là, qui n'ont pas ces compétences-là, qui pillent allègrement les ressources du pays sans état d'âme. Les Togolais n'en veulent plus. Vous voyez. Donc, fédérer le peuple autour d'un projet politique. Une fois qu'on l'a fait, il faut maintenant une lutte citoyenne, une organisation qui a une méthode, une rigueur. Vous comprenez? Et si nous avons tout ça, nous sommes sûrs que la prochaine fois, ça sera la bonne occasion. Quand vous parlez, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui intervient après les événements de 2012-2013 ou encore après les derniers soulèvements après 2017. C'est-à-dire que c'est la même rhétorique qui revient, une tradition de remobilisation et puis après suivi d'une forme d'échec et puis la vie continue. Justement, c'est pour ça qu'on doit profiter de cette période-là pour bien réfléchir. D'accord? La vie ne va plus continuer. Ça va continuer comme ça si nous ne prenons pas nos responsabilités. Ça veut dire quoi? Si nous ne tirons pas les leçons du passé, de cette lutte-là. Et comme je le dis, ce n'est pas une remobilisation. Le peuple a toujours besoin d'un temps pour se redonner des forces. Vous avez vu ce qui s'est passé après 2010. Je prends juste l'histoire récente de notre pays. En 2010, le peuple a été encore trompé dans une parodie d'élection. Il lui a fallu 2 ans pour se soulever. 2012-2013, vous l'avez rappelé. C'est la même chose en 2015. Il y a eu apathie parce que le peuple avait besoin de temps pour se relever. Et ça s'est passé en 2017. Je vais vous faire même une confidence. Le chef de l'État actuel, en février 2020,
au moment de la campagne. Il s'est confié à vos confrères du Monde et de l'AFP. Ils sont venus de France ici suivre la campagne. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'il avait une sorte de malédiction et que à chaque fois qu'il vient au pouvoir, après 2 ans, le peuple est contre lui dans la rue. Le peuple sort massivement dans la rue pour décrier son pouvoir. Ça s'est passé en 2012, ça s'est passé aussi en 2017. Et moi, je voulais le rassurer, il n'y a jamais 203. Il y aura la 3e occasion. Et cette occasion-là, ce sera la bonne occasion pour nous. Vous nous écoutez sur Pyramide FM avec notre invité du jour, Atakpamani Mdewa du Parti des Togolais. Nous évoquons la situation politique dans notre pays, comme c'est le cas tous les dimanches. Dans 15 minutes, nous vous donnerons la possibilité de participer également à l'émission, comme vous le faites déjà si bien. En fait, il y a une question après avoir écouté ou lu les chiffres qui ont été donnés par l'INSED à propos de la situation sociopolitique dans notre pays, le ressenti des Togolais et ce que vous ne croyez pas vous. On peut se demander aussi ce que veulent réellement les Togolais, parce que des fois, il y a cette question que tout le monde se pose. Que veulent réellement les Togolais? Sont-ils si particuliers que ça? Quand on regarde un peu ce qui se passe dans la sous-région, au Bénin, sur les 30 dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Au Ghana, au Burkina Faso, un peu plus en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, en Guinée, au Mali, on peut multiplier les exemples, même au Niger. Mais le Togo, il est demeuré particulier. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que peut-être que c'est le créateur qui a fait le Togolais si particulier, ou c'est la faute aux leaders qui dirigent la lutte politique de notre pays? Non, je ne peux pas dire que les Togolais sont particuliers. Je peux dire que la situation du Togo est particulière. Nous sommes pratiquement les derniers de la classe au niveau des études sur le bonheur, au niveau des études sur le niveau de démocratie. Nous sommes pratiquement le seul pays de la sous-région à ne pas avoir de démocratie. Nous sommes classés dans la même catégorie que la Corée du Nord. En gros, le Togo est une Corée du Nord des tropiques, vous voyez. Et donc, oui, on vit une situation difficile, particulière, mais les Togolais, c'est comme tous les autres du monde. Et même, je peux dire que le Togolais, c'est un pays attachant. Attachant en ce sens que nous avons beaucoup d'énergie à donner, nous avons beaucoup de compétences, il y a beaucoup qui sont intelligents, et les Togolais ailleurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils sont reconnus partout. D'accord? Mais sauf au Togo, parce qu'au Togo, il y a une minorité qui a pris le pays en otage et qui bloque les Togolais dans leur désir de transformer notre pays en l'ordre de l'humanité. Vous voyez, cet élan-là que les bâtisseuses et les bâtisseurs de notre nation ont entamé, ça s'est brusquement arrêté à partir de 63. Et aujourd'hui, c'est les Togolais les plus méritants coupissent dans la misère, ce qui n'est pas bon. Et c'est pour ça que les Togolais sont régulièrement dans la lutte pour changer cela. Les Togolais ont beaucoup donné. Depuis 1967, les Togolais luttaient, ils ont continué par lutter, on a essayé beaucoup de choses, on n'est pas encore arrivé au résultat escompté, mais nous ne sommes pas différents des autres. Si le Ghana, par exemple, sur les études sur le bonheur, la perception du bonheur dans le monde, le Ghana est 91e, alors que nous sommes 135e sur 153 pays, alors que c'est juste la frontière à passer. Quand vous allez à Accra, vous avez l'impression de vous retrouver sur d'autres latitudes. Ce n'est pas... ce pays-là est mal géré et c'est le vrai problème. Le jour où nous aurons la démocratie, vous allez voir comment le Togo va s'envoler. Et quand le Togo va s'envoler, c'est toute la sous-région qui va briller comme le Togo. Moi, j'ai confiance aux Togolais. Je connais le génie des Togolais et je sais aussi que il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur, ils démissionnent, mais je pense que s'ils mettent leur génie là dans cette lutte-là, si beaucoup de personnes rejoignent cette lutte-là, très rapidement, nous allons pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé et conclure pour le bien-être. Ce que nous disons, ce n'est pas contre quelques-uns. Nous cherchons un Togo pour tous.
On ne demande pas à quiconque d'aller, de quitter. Non, c'est pas ce que nous disons. Nous cherchons juste la démocratie. Les Togolais veulent de l'eau potable. Les Togolais veulent de l'électricité. Les Togolais veulent pouvoir soigner leurs enfants si leurs enfants sont malades. Les Togolais veulent une assurance maladie. Vous voyez, les Togolais veulent manger à leur faim. Les Togolais veulent aller dans des hôpitaux qui ressemblent à des centres pour des êtres humains, pas des mouroirs. C'est simple. Et c'est exactement ce que les autres peuples veulent. La différence, c'est que là-bas, il y a des gens qui sont ouverts à une évolution démocratique. Il y a des responsables publics qui écoutent la voix de leur peuple. Ce n'est pas le cas au Togo. Mais quand vous évoquez la situation du pays et vous parlez de génie, on a l'impression que le génie, ou ces génies-là, n'habitent que les oppositions ou l'opposition togolaise. Parce que ceux qui sont quand même au pouvoir, vous ne pouvez pas dire que ce génie togolais n'habite pas en eux. Je ne suis même pas en train de doiter qui que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple togolais. Et ce peuple togolais-là, qu'on soit d'unis, ou d'ailleurs on fait partie de ce peuple-là. Le peuple a quelque chose de commun, c'est-à-dire que nous avons un réseau, nous partageons un réseau ensemble, le réseau de l'eau par exemple. C'est-à-dire que tous ceux qui ont besoin par exemple de vivre en commun, où nous mettons en commun notre réseau routier, notre réseau d'électricité, nous dépendons tous de ça, nous sommes concernés par le terme peuple. Et c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il y aura quelqu'un, mais je dis juste que quand l'environnement est faussé, vous savez, beaucoup de nos compatriotes qui travaillent au niveau des institutions publiques, c'est parce qu'ils sont bridés. On ne leur permet pas de montrer leur génie. Quand il y a une minorité qui veut toujours imposer aux autres ce qu'ils doivent faire, mais les personnes de génie même se taisent. Ils ne peuvent plus s'exprimer parce que l'environnement n'est pas propice à ça. Et donc, moi, ce que je dis, c'est ça. Je ne dis pas qu'il y a des tarés dans le gouvernement. Je dis juste que même des ministres qui peuvent bien travailler sont oppressés, eux-mêmes n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si la démocratie arrive, on ne va pas faire des tris pour les opinions politiques. On ne va pas faire des tris par rapport à notre appartenance ethnique ou religieuse. Mais on va laisser tous les Togolais s'exprimer librement, s'épanouir. Et donc le travail que je fais, ce n'est pas dirigé contre les militants d'Uni. Au contraire, parce que il y a un petit groupe, un noyau, qui même empêche la majorité des militants d'Uni de faire le bonheur de ce pays. Vous aussi, vous employez le terme minorité, vous l'opposez sans doute à la majorité, mais il y a une question qu'on peut se poser aussi quand on vous écoute, vous et puis d'autres acteurs politiques. Mais la majorité, finalement, est-ce qu'elle n'est pas complice? Complice, non. On ne peut pas le dire pour le cas du Togo, parce que quand vous prenez l'histoire de notre pays, vous savez que régulièrement, les Togolais résistent. Les Togolais sont dans la rue pour exprimer clairement ce qu'ils veulent. Seulement, on oppose à ça une violence d'État. On instrumentalise nos frères et sœurs des forces de défense et de sécurité pour imposer une pensée unique aux Togolais, pour obliger les Togolais à être toujours frustrés. J'ai l'habitude de dire par rapport à nos frères et sœurs des forces de défense et de sécurité que nous sommes au Togo pour la majorité en tout cas pauvres. Il y a des pauvres en tenue militaire et des pauvres en tenue civile comme moi. Mais quand nous allons au marché, il n'y a pas un prix pour le maïs spécial pour les pauvres en tenue militaire et un autre prix pour les pauvres en tenue civile. C'est le même prix. Nous souffrons tous de ce régime-là. Et donc, il ne faut plus que les pauvres se battent entre eux pour continuer par enrichir les riches qui nous exploitent sans état d'âme. La question aussi qu'on peut se poser, vu la difficulté que les acteurs politiques engagés comme vous ont à se faire entendre, est-ce que la lumière viendrait des milieux universitaires? Je pose la question parce que cette semaine, l'université de Lomé a célébré ses 50 ans et qu'on sait au Togo, la plupart des cadres, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, et la plupart de ces cadres-là sont passés par l'université de Lomé. Oui, je salue quand même le travail que nos enseignants font
Moi aussi, je suis passé, entre autres, par l'université de Lomé. C'était l'université du Bénin. Après, c'est devenu l'université de Lomé. Et c'est pour ça aussi, c'est ça qui explique notre engagement. Il y a un gros travail à continuer à faire. Si on avait laissé les coudées franches aux personnes compétentes de cette université, s'ils ne sont pas obligés de se cacher, de ne pas donner leur opinion, s'il n'était pas le cas, notre université sera encore meilleure. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation nationale de façon globale. Ce que nos enfants apprennent, en tout cas, ils sont formés pour chômer. Ça ne répond pas aux défis de notre siècle. Et beaucoup d'enseignants font des propositions, font des études qui doivent être bien jugées, soutenues. Mais en fait, on a l'impression que ce n'est pas ça qui intéresse les dirigeants de ce pays. Vous savez par exemple que, paix à son âme, Norbert Zongo, il avait fait ses études de journalisme ici, dans un centre de formation de journalisme, c'était au Togo. Mais on a fermé ça. Le général Eyadema a fermé cette école de journalisme parce que son ministre à l'information de l'époque lui avait dit: est-ce que tu vas former des gens qui vont venir te critiquer? C'est ça le problème. On a fermé cette école de journalisme. Il n'y a pas que les journalistes qui critiquent. C'est un exemple, mais c'était ça malheureusement, c'était ça leur argument qui n'avait pas valeur d'être. Et quel est un pays où les dirigeants ne veulent pas être critiqués? Vous prenez notre argent pour diriger ce pays, pour faire ce que nous voulons, et vous ne voulez pas qu'on vous contrôle? Ce n'est pas ça la démocratie. Donc, oui, pour revenir à l'université de Lomé, je souhaite sincèrement du fond du cœur qu'on donne des moyens adéquats à cette université-là pour que nos enfants soient mieux formés que nous. Vous êtes passé sur le campus depuis ces derniers temps? Non, je ne suis plus passé par là, mais j'ai des petits frères et petites sœurs à l'université, j'ai des enfants aussi à l'université, et donc je peux vous assurer que je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Puisque nous, de loin, on a quand même senti que le cadre général du travail, ce cadre-là, il a évolué. Relativement positivement, parce que... Encore heureux, quand même. Ce sera vraiment absurde que on mette des gens pour faire évoluer le cadre d'études de nos enfants et qu'ils ne le fassent pas. Donc on ne va pas venir les applaudir parce que ils font le travail pour lequel on les a mis là-bas. Encore heureux. Mais mon problème, c'est toucher du doigt ce qui doit être amélioré. Ce n'est pas une question d'émotion. Je n'en veux à personne. Je dis juste que si des choses doivent évoluer dans le bon sens, il faut le faire. Mais je ne peux pas passer ma vie à applaudir des gens qui sont là pour faire ce boulot. On applaudit quand même de constater qu'il y a eu une évolution. Donnez-moi des exemples. Moi, je sais que quand il y a eu cette crise sanitaire, mes enfants étaient à la maison. Et à la fin... Vous avez des enfants à l'université? C'est ce que je viens de vous dire. J'ai des enfants à l'université. Je fais partie de ce peuple-là, je ne suis pas... Mais ils ne vous ont pas dit qu'il y a eu de nouveaux bâtiments, par exemple, de nouvelles routes? Oui. Des espaces qui ont été améliorés? Bien sûr. Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas aussi des choses à relever? Si, c'est fait, c'est bien. Il faut continuer par le faire. C'est-à-dire que moi, je dis, ce n'est pas parce que il y a de nouveaux bâtiments, alors que relativement, quand on compare la situation de nos étudiants, est pratiquement les mêmes, c'est-à-dire que on a toujours des problèmes de place, on a toujours des problèmes de salle, les gens et les classes sont bondées, d'accord. Si aujourd'hui dans les amphis on a de bonnes conditions de travail, je vais applaudir, mais ce n'est pas encore le cas. Oui, il y a des efforts qui sont faits, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Bien, merci. Atakpama Nimdewa, je rappelle que vous êtes du Parti des Togolais et nous allons
sans doute continuer cette émission dans un instant avec les questions des auditeurs, mais nous avons également d'autres questions à vous poser d'ici la fin de ce rendez-vous de dimanche sur Pyramide FM. La tradition, je l'ai dit tantôt, c'est les appels des auditeurs, les numéros de Pyramide 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Vincent Silas Bogakudoyo, c'est lui qui se chargera de vous mettre dans le direct. Est-ce que nous avons le premier auditeur? Pas encore, on ne l'a pas. C'est le premier auditeur qui va poser sa première question. Donc, le temps de l'avoir, nous allons continuer par échanger avec notre invité. Nous évoquions la question. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre nom? Allô? Bonsoir. Oui, allez-y. Je voudrais féliciter M. Akapana pour ce qu'il fait pour le Togo. Et je ne peux pas continuer. Et je le soutiens parce que la victoire est Nous avons des sifflements là. Est-ce que vous avez un poste récepteur à côté de chez vous, oui. très proche de... Allô? Alors, oui. Mais vous l'éteignez carrément? Oui. Donc, je voudrais vous poser cette question-là. Oui, maintenant c'est bien. Quelle est la stratégie à venir dans les prochains jours? Et qu'est-ce qu'il attend maintenant du peuple togolais? Merci beaucoup. Bien, merci. Qu'est-ce que vous attendez du peuple togolais? Nous attendons que le peuple togolais conserve sa compétence-là de toujours. J'ai dit tout à l'heure que le peuple togolais a toujours montré qu'il était capable de contester toujours. C'est une machine de contestation efficace. Est-ce que c'est une compétence que de contester? Bien sûr. C'est une compétence de contester, d'interroger les conditions dans lesquelles on est. Un peuple qui coupé dans la misère, qui est enchaîné, doit se battre pour se libérer. Et le peuple l'a toujours fait. Et donc, moi, tout ce que j'attends du peuple togolais, c'est de continuer à répondre présent quand les moments arrivent pour que nous revendiquons et gagnons notre liberté. Est-ce que le Togo doit passer son temps à manifester dans la rue? Les Togolais doivent passer le temps à manifester dans la rue, à contester. Du moment où nous n'avons pas encore ce que nous recherchons, la lutte continue. Nous n'allons jamais baisser les bras et je demande aux Togolais de ne jamais baisser les bras. Tant que nous n'avons pas encore ce que nous recherchons, ça va continuer, ça doit continuer. Et c'est bientôt, on va pouvoir... C'est pour ça que j'ai dit que la maturité maintenant doit venir de la classe politique de l'opposition, c'est-à-dire que des leaders. C'est ce qui reste. Nous devons à tout prix transformer la machine de contestation de ce peuple-là en machine à gagner. C'est ce que nous attendons des Togolais, de continuer à répondre présent. Et nous savons que les Togolais vont le faire. Ils vont continuer jusqu'à ce que nous gagnions cette bataille. Allô? Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Votre nom? Allô? Votre nom et puis la question. C'est Akavi. Oui, allez-y. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais savoir, est-ce que l'alternance politique, les difficultés de l'alternance politique ne sont pas dues au fait que le régime au Togo, au lieu d'être politique, est plutôt militaire? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, quelle est votre appréciation, je m'adresse à l'invité, de la situation au Mali? Est-ce que l'armée joue vraiment le rôle d'arbitre au Mali ou bien c'est une situation qui est déplorable? Votre appréciation sur la situation au Mali selon les coups d'État, quoi. Bien, merci, cher ami Atavi. Deux questions. D'abord sur la nature du régime politique au Togo. Oui, nous, au niveau du Parti des Togolais, nous ne parlons pas d'alternance. Parce que pour nous, c'est inapproprié, c'est inadapté. Il y a alternance justement dans un régime démocratique. Et donc, il y a ces élections-là qui sont un instrument de régulation du pouvoir et il y a alternance au sommet de l'État et à chaque fois. Mais l'ADN d'une dictature exclut de facto l'alternance. On ne peut pas être dans une dictature et penser qu'il peut avoir alternance. C'est pour ça que nous demandons aux Togolais de conquérir d'abord la démocratie. Donc, si nous luttons pour libérer notre pays, parce que c'est pas, ça dit que il y a un faux schéma. Dans les pays démocratiques, il y a une majorité qui est au pouvoir
et puis qui respecte les droits aussi de la minorité. Mais dans une dictature, c'est plutôt une minorité qui confisque le pouvoir, qui instrumentalise toutes les institutions. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'armée. Le problème n'est pas réellement le cas pour moi. C'est-à-dire que, pour moi, si nous arrivons à conquérir la démocratie, l'armée va respecter les règles du jeu. C'est parce que l'armée actuelle a été mise, même l'armée doit être libérée. Parce que souvent, on ne pense pas à la situation de nos frères et sœurs des forces de défense et de sécurité. Ils sont dans une situation difficile et nous devons aussi les aider. Il n'y a qu'un petit groupe, quelques généraux qui ont pris en otage notre armée nationale. Donc, c'est ce travail-là que nous devons faire. Et le moment venu, effectivement, je pense que nos frères et sœurs de l'armée doivent, d'une façon ou d'une autre, participer à l'émergence d'un Togo nouveau. Un Togo où nous tous, nous pourrons jouir des fruits de nos labeurs. Vous comprenez? Aujourd'hui même, regardez, prenez quelqu'un, un jeune homme, on va dire 20 ans, qui rentre sous le drapeau, qui rentre dans l'armée. Il a, on va dire, théoriquement 20 ans de service. Théoriquement. S'il sort après, ça veut dire qu'à 40 ans, c'est un retraité. Et comment il va s'occuper de ses enfants? Parce qu'à 40 ans déjà, ses enfants vont commencer peut-être à être au lycée ou à l'université. C'est là où il faut encore plus de moyens pour s'occuper de ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il devient quoi? Et c'est comme ça que il y a beaucoup de retraités militaires qui sont là, qui sont obligés encore d'aller chercher des postes là de gardiennage ici et là, où ils ne sont même pas payés au SMIC. Nous devons nous intéresser à la situation que vivent nos frères et sœurs. Donc, en clair, ce n'est pas un régime militaire que celui du Togo? Non, c'est un régime qui est militarisé. Mais je dis le problème, ce n'est pas nos frères et sœurs. Bien, mais merci. La deuxième partie de la question porte sur la situation au Mali. Oui, la situation au Mali, vous voyez, les Maliens ont finalement connu 4 coups d'État. C'est le 4e coup d'État la dernière fois. Ça veut dire que les 3 précédents coups d'État ne sont pas arrivés à donner au peuple malien ce qu'il voulait. D'où l'importance d'un projet politique. Si aujourd'hui, par exemple, ce que nous souhaitons, c'est qu'on laisse au peuple malien le temps de penser ses plaies, de bien réussir pour trouver un vrai projet politique pour qu'on n'ait plus besoin de faire un 5e coup d'État. Parce que pour nous, en tout cas pour moi, les coups d'État sont pour une dictature ce que l'élection est pour la démocratie, c'est-à-dire un instrument de régulation. Si un pays refuse une évolution démocratique, à un moment donné, soit l'État fera face à la pression populaire, soit fera face à un coup d'État comme ce qui se fait au Mali. Le téléphone? Allô? Bonjour. Oui, allô? L'ami, on l'a perdu. Il y a une question qui est laissée sur les réseaux. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Maglo, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Je ne sais pas comment je vais présenter cette question. Je vais essayer quand même. Et les Togolais devaient assister à un procès très attendu le jeudi passé au vendredi, je ne sais plus. Procès M. Adjakli et le journal alternatif. Vous vous rappelez, ce procès n'a pas eu lieu. Et pourquoi? Parce que le conseil, je voudrais dire, l'avocat de M. Adjakli a présenté comme pièce conviction pour prouver que son client a été diffamé l'article du journal alternatif qui a incriminé Adjakli. Et c'est à cause de cela que le procès n'a pas eu lieu. Et moi, après réflexion, je me dis que c'est eux qui trouvent qu'ils ont été diffamés, alors que plusieurs Togolais pensent que ce que le journal alternatif a été est vrai. Au lieu de donner des preuves, des pièces
à condition pour prouver qu'il n'a pas été diffamé. Son conseil a fourni l'article qui a incriminé. Et je voudrais demander, M. Atapama, comment il trouve cela. Est-ce que cet article représentait la pièce à communiquer à la partie accusée? Voilà ma question. Bien, merci. Oui, je ne vais pas aller au fond de l'affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que soit on est en démocratie ou on ne l'est pas. On ne peut pas dire que nous sommes en démocratie, toujours dire que nous sommes en démocratie, combien de Togolais sont heureux, etc., et refuser à un journaliste de faire son travail. On laisse le journaliste faire son travail. S'il y a ce genre d'interrogation, c'est que les Togolais, dans leur majorité, demandent de la transparence. Nous ne savons pas comment ce secteur-là est géré. Or, c'est l'argent des Togolais. Donc, on ne peut pas à chaque fois. Et ça, vos confrères, vous dénoncez, je parle des journalistes, vous dénoncez régulièrement ces états, comment vous appelez ça, des scandales? Oui, ces scandales-là. Vous savez, il y a eu le scandale de la route Lomé-Vaughan. Et il y a eu beaucoup d'autres choses. Et jamais on n'a pas, et ça ne prête à conséquence. Jamais on ne vient voir les Togolais pour dire voilà là, le fond de l'affaire, on a regardé, c'est comme ça se passe. Jamais on a puni les fautifs. Et donc, il y a souvent, ça dit que toujours il y a des détournements, mais il n'y a pas de conséquences. Mais l'État prend beaucoup de moyens pour venir surveiller les opposants, pour surveiller les prélats, mais jamais la justice ne se saisit pour nous dire ce qui se passe. Bien. Le procès, j'espère que ce procès aura lieu un jour. J'espère aussi que ils vont en profiter pour nous dire comment est géré le secteur du pétrole au Togo. Mais je ne veux pas rentrer dans une querelle personnelle en disant il y a ceci, etc. Mais l'État doit tout faire pour que pour une fois, nous croyons à la justice togolaise. Après Maglo. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est comme. Oui, comment vous allez? Pas mal, Dieu merci. Ok, allez-y. J'aimerais poser deux questions à notre invité. La période s'y prête bien pour qu'on ne pense pas à une élection, on passe plutôt à une démocratie. Parce que lorsque le train de l'élection commence, ça passe ou ça casse. Présentement, la période s'y prête mieux pour qu'on pense à comment forger la démocratie d'abord. Comment ils vont procéder? Un auditeur a demandé quelle est la stratégie pour y arriver avant que la période des élections ne vienne encore. Deuxième question, ça m'a fait froid au dos. J'ai suivi 2 vidéos sur les médias ou bien sur les internautes. Ça m'a fait froid au dos. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en pense dessus. On a fait des manifestations en Côte d'Ivoire et dans la manifestation, les manifestants indexent l'armée togolaise de venir en Côte d'Ivoire tirer dessus. Deuxième interpellation, c'est au niveau du Mali. Une dame Fofana qui fait partie du M5, qui dit que les armes que les djihadistes utilisent au Sahel transitent par le port du Togo. Ça m'a fait vraiment froid au dos. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous savez de ces informations-là. Merci. Bien, merci, cher ami, pour votre intervention et votre réaction. Oui, j'en profite effectivement. Il fait bien de rappeler qu'il y avait une question d'un auditeur et c'était passé un peu à la trappe. Quelle est la stratégie dans les jours qui viennent? C'est ce que nous disons, nous l'avons dit toutes ces semaines, que nous ne demandons pas aux Togolais de sortir là demain dans la rue. Nous disons que avant maintenant de commencer ce type d'activité, il faut des préalables. Et ces préalables-là, c'est ce que nous avons appelé projet politique. Il faut concevoir un projet politique. Dans quel Togo voulons-nous vivre? Si on se met d'accord sur ça, il faut faire un plan. Si nous savons où ça nous se fait allons... avec les partis des Togolais? Comment? Ça se fait avec les partis des Togolais? Je n'ai pas compris la question.
Le projet dont il est question, est-ce qu'il est porté par le Parti des Togolais ou l'ensemble de l'opposition Non. ou l'ensemble du Togo? Ça doit être porté par l'ensemble du peuple togolais. C'est pourquoi nous disons qu'il faut fédérer le peuple, unir le peuple autour de ce projet-là, que le peuple s'approprie ça. Donc il faut un débat, il faut des discussions, il faut. Le peuple doit s'approprier un projet politique. Les Togolais doivent savoir, nous luttons pour ça, nous luttons pour arriver ici. Du coup, on saura quand la lutte va s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, si on ne dit pas clairement ce que nous voulons, quel Togo nous voulons, si notre histoire c'est juste levez-vous, nous aussi on va s'asseoir, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas juste que de la littérature ce que vous dites? Pourquoi? Oui, parce que depuis 30 ans, les Togolais, ils ont suffisamment dit ce qu'ils veulent. On l'a rappelé, ils veulent la démocratie. En fait, aujourd'hui, la question aussi, c'est que sans doute que ceux qui sont au pouvoir vous diront qu'on est déjà en démocratie et il y a un certain nombre de choses à parfaire et vous soutenez le contraire. Donc, manifestement, le problème, c'est pas forcément ce que les Togolais veulent. Les Togolais, ils veulent majoritairement, ils veulent de la démocratie, plus de démocratie. Est-ce qu'ils l'ont, cette démocratie? Ils l'ont pas. S'ils avaient... C'est votre perception. Ce n'est pas ma perception, mais vous savez, c'est les faits. Les Togolais descendent régulièrement dans la rue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, mais dans l'histoire récente, il y a 2012, il y a 2017. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois en 2017. Tout le Togo était là pour dire nous voulons la démocratie. Et donc tout ce que nous disons, c'est que il faut qu'aujourd'hui les leaders politiques écrivent ça noir sur blanc pour que tout le monde soit témoin. C'est ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui c'est implicite. Vous dites que les Togolais ont toujours dit, mais c'est implicite. Il faut que ça nous unisse, que tout le monde se batte. On sait pourquoi on se bat. Quand on sait pourquoi on se bat, quand on sait où on veut aller, on pourra aussi définir comment y aller. C'est là le planning stratégique à mettre en avant. Et donc, c'est la deuxième condition. Donc, la stratégie les prochains jours, c'est ça. Un projet politique, un planning stratégique, et puis faire la lutte doit sortir des carcans des partis politiques pour devenir une lutte citoyenne. Un Togo, ça dit que c'est le peuple contre le tyran. C'est la lutte de libération du Togo. Ça doit devenir ça. Si nous avons ça, les prochaines fois, ça sera la bonne. La deuxième partie de la question, c'est vrai que j'en parle de vidéos, malheureusement que moi je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces vidéos-là. Oui, il y a des choses comme ça qui circulent et je peux vous rappeler aussi que ce n'est pas la première fois. Même pendant la crise au Burkina, il y avait aussi des rumeurs persistantes comme ça qui ont circulé, comme quoi nos frères militaires seraient allés là-bas pour défendre le dictateur. Bon, on sait que en Côte d'Ivoire, effectivement, au moment où on délogeait Gbagbo avec la France, il y a des contingents du Togo qui ont participé à l'affaire. Mais ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, mais je pense que c'est le moment pour les pouvoirs publics de nous éclairer. Parce qu'ils doivent répondre à cette question. Est-ce que nos compatriotes sont en train de faire le sale boulot ailleurs? Ils doivent nous donner des éclaircissements là-dessus. Merci pour la réaction. Nous allons voir si on a un autre auditeur après commis. Allô? Allô, Pierre, bonjour. Bonjour. Oui, Joshua. Oui, Joshua, comment vous allez? Oh, ça va longtemps. Oui, c'est vrai. Ok, allez-y. Okay. Je salue celui là. Bonjour, monsieur Choua. Oui, et c'est pour d'abord rebondir concernant la démocratie au Togo. Sinon, sincèrement, est-ce que nous sommes dans un état démocratique au Togo? Sinon, quand vous voyez les autres pays dans lesquels on a la démocratie, nous voyons tous comment les citoyens sont traités et sont respectés. Maintenant, je veux que vous dites, qui dit que nous sommes au Togo, qui jouit du bon. C'est une personne qui possède ce qui peut le rendre compte. Est-ce que dans ce pays, vous avez des choses qui nous
On a des difficultés véritablement à suivre notre ami Joshua puisque la liaison avec lui se dégrade. Et nous allons le prier sans doute de nous revenir, mais je sais qu'il est en train d'intervenir sur la première partie de cette émission qui nous avait permis d'évoquer les restitutions faites suite à une étude de l'INSED qui concluait que 61% des Togolais sont heureux. Allô? Oui, allô? Oui, alors. Bonjour. Oui, non, salut, Joshua toujours. Oui, Joshua, vous vous déplacez un peu, peut-être que la liaison, on va vous avoir. Ok. Donc, c'est pour dire que, est-ce que dans ce pays-là, nous avons tout ce qui nous rend, ou bien disons, ce qui nous rend temps dans ce pays? Non, pas que c'est oui. Donc, c'est faux. Donc, je ne sais pas. Bon, non, manifestement, Joshua, vous allez devoir éventuellement nous envoyer un message parce que on a du mal à vous suivre. Il y a des questions qui sont posées par des amis qui nous regardent un peu partout et certains ont bien voulu participer à l'émission. Il y a cet auditeur Abel Kabé, il dit certains compatriotes estiment que c'est l'effet dynamique Monseigneur Kodjo qui empêche la formation du nouveau gouvernement de Faure Gnassingbé. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de réagir sur les conséquences d'un mal au lieu de voir le mal à la source. Ce pays-là est mal géré et il y a beaucoup de facteurs qui le montrent. Donc, que ce soit, je pense que même avant, même qu'il y ait un nouveau gouvernement ou pas, ça ne va rien changer à la vie des Togolais. Et ce n'est pas ce qui intéresse les Togolais en réalité. En réalité, les Togolais sont indifférents à ce que fait ce gouvernement-là, parce qu'ils ressentent seulement les effets de la mauvaise gestion du pays. Et tout ça, là, ces conséquences-là, ils regardent, ils vivent ça tous les jours. Donc, gouvernement ou pas... Pour vous, c'est un non-événement. Nouveau gouvernement ou pas, ça ne changera rien à la vie des Togolais. Le pays est toujours géré comme avant. Donc, depuis 15 ans, ce pays est mal géré. C'est-à-dire que depuis 15 ans, particulièrement, les Togolais souffrent. Vous voyez? Mais les responsables publics de ce pays ne semblent pas s'en apercevoir. Tout ce qui les intéresse, c'est de perdurer au pouvoir. On prend pour prétexte la Constitution, on l'instrumentalise pour rester éternellement au pouvoir. On veut faire 5 mandats. Mais pour quelle raison, on ne le sait même pas. Parce que on ne sait même pas dans l'intérêt de qui ce pays est dirigé. En tout cas, manifestement, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple togolais. La question de l'auditeur qui lit l'absence du nouveau gouvernement, éventuellement la dynamique Monseigneur Kodjo, quand on évoque cette dynamique-là, on peut évoquer Agbemé Kodjo qui est à l'extérieur. On peut évoquer aussi l'arrestation du prophète Ésaïe qui a affirmé et avoir eu des révélations comme quoi l'alternance doit avoir lieu cette année. Nous avons eu, avant de rentrer en studio, des informations comme quoi le prophète est toujours en détention. Que dites-vous de la situation que vit ce prophète? En fait, c'est encore des exemples qui montrent, au-delà des chiffres, que nous ne sommes pas en démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi la liberté de conscience. Et la liberté même, le droit au blasphème même. Je disais que la démocratie, c'est d'abord le droit de ne pas être d'accord. Vous voyez? Donc, quand dans un pays, on pousse un responsable politique, un candidat aux élections, qui revendique sa victoire, on le pousse hors de l'espace public. Il est obligé, pour sa sécurité, comme il a fait savoir, de se retirer de l'espace public. On ne peut pas valablement nous dire que nous sommes en démocratie. Il y a même un de vos confrères qui a été convoqué tout simplement parce qu'il a assisté, il a couvert la conférence de presse de ce prophète-là. Donc, c'est des exemples pour nous montrer qu'effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. Vous avez vu la cabale, la violence d'État qui s'abat sur les responsables de cette dynamique-là. Est-ce que vous êtes solidaire avec ce qu'ils vivent?
Bien sûr, nous sommes solidaires pour tous les Togolais. Les Togolais vivent des conséquences fâcheuses de cette dictature. Et donc, du moment où un Togolais, ne serait-ce que nous sommes solidaires de tout ça, nous sommes solidaires de tous les Togolais qui souffrent. Et c'est la majorité des Togolais qui souffrent. Et c'est ça aussi qui nous unit. Nous sommes solidaires aussi de ce que vivent les femmes de Sokodé en ce moment-là, avec les abus dans les contraventions, avec ce couvre-feu dont l'efficacité ne fait pas l'unanimité chez les experts médicaux. Mais les populations vivent les conséquences de ce confinement-là, de ce bouclage. Les produits aujourd'hui, là, les agriculteurs laissent pourrir leurs produits parce qu'ils ne peuvent pas l'acheminer dans les marchés. Vous voyez, donc nous sommes solidaires de tous ceux qui sont persécutés, et c'est la majorité des Togolais qui sont persécutés par ce régime. Allô? Allô, bonjour. 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 Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bozambo. Ça va. J'aimerais poser quelques questions. Et la fois dernière, quand on va faire comme état sanitaire, on a fermé toutes les écoles. Et on a dit pour 3 mois, bien 4 mois, et jusqu'à présent. Mais à ce moment, quand on dit que la rentrée prochaine sera le 23 octobre, là, donc ils ont encore prolongé l'état sanitaire pour 6 mois. Je m'aurais demandé, est-ce que nos enfants auront à l'école le 23 ou bien il y aura quoi? Donc, je dis tous les jours, ça fait 7 ans qu'on nous a donné un lycée empoisonné à Baja, qui n'ont même pas construit une classe de seconde à terminale, mais on fait avec. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Les gens restent dans le banc 3-3-3. Et maintenant, on dit que le 23 septembre, le 23 octobre, il y aura le rentrée. Le 26, en fait, oui, la rentrée pour le 26. Pardon? Le 26. Le 26. Et jusqu'à présent, on n'a pas amené les sables. Et comment nos enfants peuvent aller à cette école pour apprendre, pour amener les maladies ou bien pour faire quoi? Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a rien. Et tout le Togo est bloqué comme ça. Vous, les opposants. Vous avez dit, monsieur Guillaume Soro, il avait dit quelque chose sur les réseaux sociaux la fois passée, qu'il n'y aura pas des élections à Côte d'Ivoire. Il n'y a pas aucun opposant qui dit qu'il n'y aura pas des élections, mais on va. Pourquoi les opposants togolais nous diront qu'il n'y aura pas, mais nous dirons. Bien, merci. Vous avez exprimé votre pensée. Une réaction? Oui, en fait, oui, nous sommes cohérents. À chaque fois que nous avons dit qu'il ne faut pas aller aux élections, nous ne sommes pas allés à ces élections-là. Et nous le répétons encore. En fait, sa préoccupation au-delà des élections, il parle de la rentrée. Plus, la prochaine rentrée. Il parle de la rentrée et je le disais tout à l'heure que je suis inquiet. Moi-même, je suis inquiet. Je ne sais pas dans quelles conditions nos enfants vont reprendre les cours. On sait qu'on va faire cours de lundi à samedi, y compris les mercredis après-midi. Oui, comment ça va se faire? Est-ce que nos enfants vont être encore à 150 dans les bancs? Quelles sont les mesures prises? Quels sont les moyens qu'on a mis à la disposition des écoles? Vous comprenez? Donc, tout ça, il faut répondre à nos questions. Il ne faut pas juste nous dire, on va reprendre le 26, on va faire ceci. Non. Répondez clairement aux inquiétudes de la population. Les parents sont inquiets. Nous ne savons pas dans quelles conditions nos enfants vont reprendre les cours. Est-ce qu'il faut encore les parquer à 150, à 3-4 dans les bas, dans cette période de maladie, de crise sanitaire? Qu'on nous dise réellement quels sont les moyens financiers, humains, qu'on a mis à la disposition des écoles pour la prochaine rentrée. Bien, merci. Il nous reste 15 minutes. Après Bozambo, on va encore tenter d'insérer un auditeur. Nous évoquions la situation du prophète Isaïe qui est détenu. Il y a quelques semaines, vous avez bien fait de le mentionner. On a entendu le président français défendre même le droit au blasphème. Sur les prophéties sur le Togo, c'est pas la première fois. Et la question que les Togolais, ou un certain nombre de Togolais, se posent, est-ce que c'est
que celle de cette année ou celle également de ce prophète, est-ce qu'elle est plus sérieuse que les autres? Est-ce que vous y croyez, vous? Moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Tout ce que je dis, c'est que les pouvoirs publics ne peuvent pas fonctionner comme les badauds de la rue. D'accord? Si quelqu'un fait des prophéties, si vous pensez que ça ne vous concerne pas, bon, c'est basta. En quoi c'est un problème pour la nation et pourquoi le SCRIC le garde? Pourquoi il n'est pas encore libéré? Pour savoir quoi? Quand on dénonce les malversations financières, on ne retrouve pas les autorités s'auto-saisir et convoquer les gens. Au contraire, on porte plainte contre les journalistes qui dénoncent ces faits-là. Donc, qu'on ne vienne pas nous distraire. Donc, ce prophète-là, il a le droit de faire ce qu'il veut comme prophétie. Et si des gens le croient ou ne le croient pas, ça fait partie de la sphère privée. Donc, liberté de conscience, droit au blasphème. Je peux dire même la démocratie, c'est ça. D'abord, le droit de ne pas être d'accord. C'est même ce qu'un auteur, je pense que ça doit être Orwell ou Jack London qui disait qu'il faut avoir une brutalité intellectuelle. Donc c'est ça qui fait évoluer une nation. Quand dans une nation, les gens sont brimés au quotidien, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Quel est votre nom? Ah, ben en fait, allô? Allô? Il a du mal à... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Péto. C'est M. Maglo qui revient là. Oui, allez-y. Il nous transporte au Mali où les militaires ont aidé le 25, c'est-à-dire ce mouvement qui conteste le pouvoir de IBK. Donc, les militaires ont aidé à mettre hors d'état de nuire ce dictateur. Et nous avons tous vu, assisté à la réaction de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, qui a pris des mesures que certains qualifieraient de disproportionnées. Et par contre, en Côte d'Ivoire et en Guinée, il se passe des choses bizarres qui ressemblent encore à un coup d'État constitutionnel. Et curieusement, la CEDEAO est restée comme le pape, comme muet. La CEDEAO ne dit rien, la communauté internationale laisse faire. Et monsieur, comment vous jugez ces réactions de la communauté internationale? Oui, monsieur Maclot, sur la Côte d'Ivoire, quand même, des voix divergentes. L'Union européenne, par exemple, demande à ce que les autorités suivent la position de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit, par exemple, que... vous n'êtes pas bien écouté. Oui, en fait, vous pouvez raccrocher et nous écouter. D'accord. Oui, sur le Mali, n'est-ce pas? Sur la réaction de la CEDEAO, je rappelle, et nous allons le rappeler à chaque fois qu'on aura l'occasion de le dire, nous devons lutter pour avoir une CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, même cette institution-là reconnaît que c'est un syndicat de chefs d'État. Et donc, quand on dit syndicat, ils sont là pour se défendre entre eux. Allez, je veux un mandat de plus. Ok, nous sommes derrière, on te soutient. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que nous demandons qu'on lève rapidement les sanctions contre le Mali. La CEDEAO doit lever immédiatement les sanctions contre le Mali. La CEDEAO ne doit pas punir les peuples. Nous devons être solidaires de ce peuple-là qui est en train de se battre pour amener la démocratie. Et donc... Est-ce qu'un coup d'État est une garantie pour une démocratie? Puisqu'on sait qu'au Mali, ce n'est pas la première fois que les militaires interviennent dans le... Justement, c'est la 4e fois. Mais on peut aussi souligner que ce coup d'État-là est populaire. Ce coup d'État-là est soutenu par la majorité des Maliens, puisque les Maliens sont sortis massivement dans la rue pour donner un message, et ce message-là n'a pas été entendu. Et donc, les coups d'État dans une dictature, des fois on est obligé de le tolérer.
Parce que si c'était une démocratie, on aurait fait des élections propres et puis on va économiser tout ça. Donc nous devons aider plutôt les Maliens à régler leurs problèmes, leur laisser le temps de bien régler cette fois-ci le problème pour qu'ils n'aient plus besoin d'un 5e coup Mais sur d'État. la Côte d'Ivoire et la Guinée, que doit faire la CEDEAO? La CEDEAO doit toujours être au niveau des peuples. Vous savez qu'il y a un problème, mais vous voyez par exemple, il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui cherche quand même à faire son boulot, mais son avis n'est pas coercitif. Vous voyez que les chefs d'État s'opposent à la justice sous-régionale même. Donc aujourd'hui, les institutions ne sont pas encore adaptées. Et ces chefs d'État-là se soutiennent entre eux. Vous voyez, ils laissent le peuple. Dans les pays, vous savez qu'ils gouvernent malgré le peuple. Donc, il veut continuer à gouverner au niveau sous-régional de la même façon. C'est à nous, peuple, je vais dire de la sous-région, de nous donner la main pour aider. Par exemple, les Togolais doivent aider le Mali. En faisant quoi, par exemple? Les Togolais doivent aider les Maliens, par exemple en faisant la pression comme les autres peuples pour que la CEDEAO lève rapidement ces sanctions-là. Nous devons même faire des mesures symboliques et très précises. On doit être créatif. On doit aider les Guinéens. Nous devons aider aussi les Ivoiriens à avoir la démocratie, parce que quand la démocratie va s'installer dans tous ces pays-là, ça va réjaillir sur l'ensemble de la CEDEAO. Non, mais en fait, ce que vous dites, ça fait quand même sourire. Bah, ça peut faire sourire. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le Togo, par exemple, regardait la Côte d'Ivoire qui a connu l'alternance, la Guinée qui a connu l'alternance, ou encore le Mali, et comme des références. Maintenant, si aujourd'hui les Togolais doivent commencer par prier pour ces pays-là, ou à faire des mesures symboliques, à prendre des mesures symboliques pour les soutenir, ça fait sourire. Bah, ça peut faire sourire parce que ça montre bien que la lutte pour la démocratie, elle doit être permanente, que jamais il ne faut pas baisser les bras. Et dans notre crise, vous avez vu, et les autres n'ont pas vu ça venir. Vous savez que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et le chef de l'État guinéen, Condé, c'est ça? Alpha Condé. Alpha Condé, vous savez que ils sont intervenus dans notre crise pour aider leur homologue togolais à avoir un 4e mandat, dans l'espoir que après ça va leur servir de prétexte pour eux réclamer leur 3e mandat. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc voilà, ils se tiennent la main. Du moment où les chefs d'État font un syndicat pour s'entraider, nous aussi en tant que peuple, nous devons faire notre syndicat et nous entraider. Cette semaine, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 6 mois. Ça fait jaser dans certains milieux. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez accueilli au Parti des Togolais. Oui, nous pensons que en fait, le pays là continue pas à être gouverné sur ordonnance. Je disais tantôt que nous sommes passés de la 4e République à l'état d'exception. Au niveau des institutions, on peut se dire que nous sommes en 1967, pas en 2020. Dans quel intérêt on va continuer par gouverner ce pays sur ordonnance? Ça n'a aucun sens. Parce que toutes ces mesures-là, au lieu de provoquer un débat national pour que tous les Togolais donnent de leurs compétences, de leur énergie pour faire face à cette maladie, on nous dit non, circuler, rien à voir. Non, il y a une tête pensante qui va dire... Ce débat, est-ce qu'il n'est pas fait à l'Assemblée nationale? Ce débat, je n'en ai pas connaissance. Parce qu'un débat, ils l'ont fait comment? À huis clos. Eux, ils ont donné quitus au gouvernement. Ils ont dit, bon, nous, on ne veut plus faire notre travail, dirigez-nous sur ordonnance, il n'y a pas de problème. Ah oui, pourquoi ils ne démissionnent pas en bloc pour qu'on sache que l'Assemblée nationale ne sert plus à rien? Qui va démissionner en bloc? Non, mais que l'Assemblée nationale fasse sa propre dissolution, puisqu'ils ne servent à rien, manifestement. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il est prêt à démissionner? Non, ce que je veux dire, c'est que du moment où vous vous dites représentant du peuple, c'est eux qui le disent, vous vous dites représentant du peuple, et que au lieu de faire votre travail, nous sommes face à une menace sanitaire. Vous devez être là pour bosser, pour donner, pour provoquer un débat, prendre les suggestions des Togolais, pousser le gouvernement à faire mieux. Vous dites non, c'est bon. Décidez sur ordonnance, vous n'avez pas besoin de nous pour régler cette crise. Bon, ça veut dire que eux-mêmes ils sont en train de dire qu'ils ne servent à rien. Bon, s'ils ne servent à rien, pourquoi ils vont continuer par perdre l'argent des Togolais? C'est votre lecture, c'est clair que
la crise sanitaire, elle va passer. Mais la curiosité, c'est quand même que l'idée d'un état d'urgence sanitaire est venue de Paris, parce que c'était en mars que le président, en mars ou avril, que le président Emmanuel Macron a évoqué l'idée d'un état d'urgence sanitaire. Et cette idée a été abandonnée depuis, parce que les députés français ont voté la fin. Et on n'a pas compris que les Togolais, qui, oui, d'habitude imitent ce qui se fait, ou les Africains qui imitent ce qui se fait ailleurs, pour une première fois, et ils font le contraire. Là, manifestement, le Togo crée son modèle, on peut le dire comme ça. En fait, pourquoi à chaque fois nous sommes là à créer des modèles négatifs? C'est-à-dire que nous copions toujours ce qui est mauvais chez les autres. Et quand eux ils font bien, on ne copie plus ce qui est bien. Vous comprenez? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on pioche comme dans un menu ce qui nous intéresse. Et puis quand ça nous intéresse pas, on dit que non, notre modèle, on crée notre modèle. Pourquoi on n'a jamais créé un modèle positif? Il faut au moins une fois que nous... Ça dit que on veut profiter du prétexte de la crise là, sanitaire, pour continuer à diriger ce pays-là dans l'opacité, pour continuer à violer les droits humains, pour continuer à mal gérer les finances publiques. Mais ça aussi c'est exagéré, puisque ce que vous dénoncez là, vous le dénonciez avant même la survenue de cette crise. Oui, mais vous savez que ça c'est monté d'un cran. Vous voyez, c'est monté d'un cran. On utilise l'argent des Togolais pour les surveiller, pas pour les aider. On utilise l'argent des Togolais pour les brimer. On a la crise. Il dit tout à l'heure que la crise va passer. Oui, la crise va passer. Mais c'est maintenant qu'on doit définir le monde de demain. Est-ce que nous sommes en train de réfléchir sur l'après-Covid? Non. Nous passons notre temps dans ça. Mais qui vous dit que certains ne réfléchissent pas à l'après-Covid? Ils réfléchissent contre nous ou bien ils vont réfléchir avec nous? Moi, je ne sais pas. Ils réfléchissent dans l'intérêt de qui? Vous pensez que vous pouvez rester dans votre coin et réfléchir seul pour faire le bonheur des gens sans leur avis? Non. On doit réfléchir avec la population. Nous avons notre mot à dire. Nous disons que le bouclage des villes, ça a des conséquences sur nous, mais l'efficacité dans la gestion de la maladie, on ne voit pas ça. Non, mais en fait, nous le disons, il faut qu'on nous écoute. Nous disons que le Covid n'est pas une menace militaire et que ce n'est pas des militaires qu'on doit déverser dans la rue pour venir nous terroriser dans nos quartiers, soi-disant pour vérifier si on a porté les masques ou pas. Nous disons que pour faire face à cette maladie-là, ce qu'il faut outiller, les gens à qui on doit donner de bonnes munitions, c'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est les sages-femmes, c'est les techniciens de surface, ceux qui vont faire l'hygiène dans nos blocs, etc., etc. Est-ce que c'est pas ce qui se fait? Non, c'est pas ce qui se fait. Parce que quand vous voyez au début de la crise, les médecins ont dû eux-mêmes s'organiser. Maintenant, on nous dit que ça a évolué, ouais. C'est à saluer, mais ça doit aller plus loin parce que les médecins se plaignent toujours qu'ils n'ont pas assez de masques. Vous savez que pour 8 heures de travail, il faut avoir 2 masques au moins par personne. Parce que le masque est censé être changé tous les 4 heures. Tout ça là, c'est tout ce que les Togolais demandent. Ce n'est pas des couvre-feux, ce n'est pas le bouclage des villes. Mais il faut reconnaître aussi que le bouclage des villes, les coups-feux, la situation à propos des coups-feux aussi, elle a évolué. Mais au final, par rapport aux résultats, relativement, le Togo contient la maladie. Relativement, on peut dire que le nombre de morts, ce n'est pas comme dans les autres pays. Et je pense que on ne peut pas dire que ça soit lié à une bonne gestion de cette crise, hein. Ce n'est pas à l'actif vous savez que non, dites comme ça, est-ce que c'est pas de la mauvaise foi de votre part? Non, c'est pas de la mauvaise foi. Oui, mais en fait, c'est dû à quoi? Combien de Togolais ont été testés? Oui, mais en fait, le nombre de Togolais testés, c'est aujourd'hui quand même, le chiffre a beaucoup augmenté. Mais il y a une certitude, c'est-à-dire qu'ailleurs, c'est des centaines de milliers de morts. Au Togo, on en a eu un peu plus d'une quarantaine. C'est dû à d'autres choses, d'autres facteurs. Donc, on ne peut pas dire que aujourd'hui, de toute façon, vous savez que c'est pas l'actif des autorités. Non, vous savez que nous ne sommes pas encore arrivés au pic de la maladie. Hein. Le pic de la maladie, c'est quand? Demandez aux médecins
les experts vous diront que nous ne sommes pas encore arrivés au pic de la maladie et que on n'a pas le droit de bomber le torse pour dire que nous, on a vaincu la maladie, circuler, il n'y a rien à voir. Non, vous savez que même au début, les gens ne voulaient pas respecter les mesures barrières parce qu'ils ne croyaient pas à la parole de l'autorité publique. La parole de l'autorité publique est devenue inaudible, ce n'est plus crédible, les Togolais ne croient pas ce que nos responsables disent. Il a fallu que nous, responsables politiques de l'opposition et les religieux, nous mettons au chrono pour que les gens croient à l'existence de cette maladie. Donc, je ne vais pas de toute façon mettre à l'actif des autorités les résultats qui sont obtenus. Non, c'est à l'actif. C'est votre parole. C'est à l'actif des Togolais. Bien, merci d'être venu, Nindewa Atakpama. Je rappelle que vous êtes du parti des Togolais. L'émission s'achève. Merci à Vincent Selas Bogakou de Yor pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.